Radio Gabon, il est 7 heures. Le journal. Jeudi 4 mars 2021. Très bonne matinée, messieurs, dames. C'est Bonjour le Gabon. Sur Radio Gabon, la référence, Général Lamba, bonjour. Bonjour, Bruce. Dans l'actualité de ce jeudi, la situation toujours préoccupante en ce qui concerne l'épidémie de coronavirus dans notre pays. L'on dénombrait hier 405 nouvelles infections, ce qui porte à 1671 les cas actifs de maladie avec un nouveau décès. Une campagne de dépistage à grande échelle vient d'être lancée à Port-Gentil alors qu'un premier cas de test positif est répertorié à Moabi, province de la Nyanga. Les premières doses de vaccins sont attendues dans quelques jours au Gabon. Dure réalité en ce qui concerne la gestion des ordures à Libreville et ses environs. Nous marquons un arrêt dans cette édition sur la situation dans le campus de l'université Omar Bongo. Sport, du football avec les belles performances des internationaux gabonais dans les championnats européens. Denis Bouanga, buteur hier dans le derby à Saint-Étienne-Lens en Ligue 1 française, alors que Kanga Gaylor scorait pour l'Étoile Rouge de Belgrade face à Balka Topola en championnat de Serbie. Hors de nos frontières, le Sénégal, où l'opposant Ousmane Sonko a été interpellé hier par la police pour trouble à l'ordre public au terme d'échauffourées entre ses partisans et les forces de l'ordre alors qu'il déférait à une convocation du juge sur une affaire de tentative de viol. Mise en nom de Michel Bokango. Bonjour à tous, merci d'être là, merci de rester fidèle à nos programmes. De la diplomatie tout d'abord avec cette audience accordée par le Premier ministre chef du gouvernement à Richard Ball, l'ambassadeur du Canada qui vient tout juste de présenter ses lettres de créance au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La coopération entre Libreville et Ottawa, d'une manière générale, et la gestion de la crise sanitaire due au coronavirus était au centre de ces échanges. Rei Moussavou. Cet entretien entre la première ministre chef du gouvernement Rose Christiane Osuka-Raponda et Richard Ball, ambassadeur et plénipotentiaire de la République du Canada près le Gabon, avait pour but, entre autres, d'examiner ensemble la stratégie nationale de riposte contre la COVID-19 et d'envisager une collaboration dans ce sens. Richard Ball. Je lui ai demandé comment le Gabon a géré la pandémie. Vu de l'extérieur, on a été très impressionnés par la transparence avec laquelle le gouvernement a géré la pandémie. L'une des solutions envisagées entre les deux personnalités pour venir à bout de cette pandémie qui fait des ravages est d'adapter le plan de relance économique à la situation sanitaire actuelle. Celui-ci devrait prendre en compte certains secteurs d'activité à forte potentialité. Le gouvernement a analysé et planifié comment sortir de la situation actuelle du point de vue économique. Mais il y a aussi la question des partenariats commerciaux. La Première ministre a parlé beaucoup de l'industrie du bois et les ambitions du gouvernement de faire beaucoup plus de transformation locale du bois. Au Canada, on a un secteur forestier très fort et donc on est en train d'explorer ce potentiel-là. On a des plans pour l'après-pandémie, si je pourrais dire comme ça, pour apporter une mission de compagnie canadienne au Gabon. Et j'espère qu'il va y avoir certaines compagnies qui travaillent dans le secteur forestier. Et là, il y aurait la possibilité d'identifier des partenariats potentiels. Et pour ce qui est des rapports de coopération que le Gabon entretient avec le Canada, Richard Ball explique. On a toujours été un bon partenaire du Gabon. On soutient le Gabon dans la situation actuelle à travers des institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Donc c'est très utile pour nous de comprendre les intentions du gouvernement de ce point de vue-là. Le Canada a établi des relations diplomatiques avec le Gabon en 1963. Le Haut Commissariat du Canada à Yaoundé au Cameroun assure la représentation du pays au Gabon depuis 2005. Le Canada a également un consul honoraire à Libreville. Rei Moussavou de la rédaction de Radio Gabon. L'épidémie à coronavirus en progression dans sa seconde phase dans notre pays. C'est ainsi qu'après une série de tests dans la commune de Moabi, chef-lieu du département de la Doumi, province de la Nyanga, une personne, la toute première, a été attestée positive dans cette partie du pays. Écoutons à ce propos le médecin-chef du centre de santé de Moabi. Effectivement, le département de la Douini a recensé son premier cas
positif à la Covid-19 en date du dimanche. Il s'avère que nous avons reçu dans notre département la coordination provinciale de la Covid-19 qui est venue nous appuyer, nous donner des informations supplémentaires par rapport à la deuxième vague qui sévit au Gabon. Et en même temps, il était question de nous évaluer sur toutes les activités que nous menons ici dans notre coordination départementale. Pendant cette formation, parce qu'il s'agissait de former le personnel médical pour les prochains prélèvements des cas suspects ou des cas probables que l'on pouvait avoir. Et dans cette pratique, on a dû prélever quelques personnes dans le département et il savait que parmi ces différents prélèvements, qu'on ait eu un cas positif d'un résident à Moabi. Effectivement, le département de la Douini, particulièrement commune de Moabi, a enregistré son premier cas de Covid-19. Il faut noter que le laboratoire qui examine les prélèvements ne se situe pas au centre médical de Moabi. Le centre médical de Moabi aujourd'hui est habilité à prélever des patients probables, des cas, on peut dire des cas probables ou des cas suspects. Voilà, on peut faire ces prélèvements, mais les prélèvements sont acheminés tout droit au CHR de Tibonga où est situé le laboratoire Covid de la province. Donc c'est à ce niveau qu'a été examiné les différents prélèvements et c'est au sortir de ces examens que le cas positif a été déclaré. C'est dans ce contexte que le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiangdon, vient de procéder au lancement d'une vaste campagne de dépistage à Port-Gentil, la capitale économique. Lancement en présence des autorités politiques et administratives de la ville. Ludwine Njimbi. Ces activités qui ont démarré avec la formation des agents prélèveurs de la province par le comité national du COPIL se sont poursuivies avec la sensibilisation des élèves des établissements secondaires de la commune. Guy-Patrick Obiangdon, ministre de la Santé. Les jeunes constituent une cible importante pour la sensibilisation. La situation épidémiologique de la pandémie de la Covid-19 au sein de la province de l'Ogooué-Maritime est très préoccupante. Et à cet effet, les jeunes étant les vecteurs du changement, il est important de susciter leur adhésion sur l'application des mesures barrières. Après les établissements secondaires, la délégation a procédé à la visite des centres hospitaliers publics et structures de santé privées. Pour cela, 4 centres ont été retenus pour la circonstance, à savoir l'hôpital régional de Ntchengue, l'ancien hôpital, la clinique Billy et le centre de santé du Château. Nous tenons aussi à féliciter le corps médical avec tout le dispositif qui a été mis en place, notamment le dispositif de prise en charge, où nous avons eu des témoignages poignants des personnes hospitalisées contaminées par la Covid-19 qui disent avoir été bien pris en charge par le dispositif médical. C'est par un don de matériel médical remis par le ministre de la Santé au gouverneur de province Paul Ngom Ayon en sa qualité de président du comité COPIL provincial de l'Ogooué-Maritime que s'est achevé ces activités. Paul Ngom Ayon, gouverneur de province. Je voudrais ici saisir cette opportunité pour remercier M. le ministre de l'Éducation qui l'accompagne au nom du gouvernement pour ces gestes forts qui viennent constituer une nouvelle étape dans notre travail. Il faut rappeler que ces activités de dépistage qui ont démarré ce week-end se font gratuitement. Lidwin Djembi pour Radio Gabon, la référence. À noter que les premières doses de vaccins sont attendues dans quelques jours au Gabon. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place un comité de pharmacovigilance dans le but d'évaluer les effets indésirables éventuels qui pourraient apparaître chez des personnes vaccinées. C'était l'essentiel de la conférence de presse donnée hier après-midi par le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiangdon, ici au micro de Ahmed Ryan Nzengi. Il s'agit d'un mécanisme qui est mis en œuvre pour tout nouveau produit pharmaceutique à l'effet de s'assurer de sa bonne tolérance. Ce comité comprend des experts du ministère de la Santé, de l'Enseignement supérieur, du CERMEL, des consultants nationaux et des partenaires techniques. Leur objectif premier est d'élaborer des supports de suivi qui concerneront les fiches de consentement éclairées, le carnet de vaccination, le dossier du suivi du sujet vacciné. L'objectif est de collecter et analyser tous les ressentis que les personnes vaccinées pourront avoir après la vaccination, mais également de pouvoir collecter tout le dossier médical du patient afin que, avant la vaccination, le comité de vigilance puisse avoir toutes ces informations. Est-ce que la personne a des comorbidités? Est-ce que la personne est hypertendue, diabétique? Est-ce que cette personne a récemment eu la Covid-19?
ou pas, ce sont toutes ces informations qui doivent être collectées pour faire en sorte qu'une décision soit prise. Ce mécanisme de pharmacovigilance exigé par tous les fabricants de vaccins contre la Covid est mis en place dans tous les pays qui organisent la campagne de vaccination contre la Covid-19. Pour ce qui est de COVAX, nous continuons toujours à discuter avec l'initiative COVAX. Ils ont les critères d'éligibilité, de rapidité, de livraison dans certains pays. Le plus important pour nous, c'est d'avoir adhéré à cette initiative et d'attendre le tour du Gabon. Nous avons aussi négocié en bilatéral avec certains pays amis qui nous proposent un certain nombre de facilités. Par exemple, la Chine qui va faire un don de 100 000 doses de vaccins. Ces vaccins arriveront dans les tout prochains jours. Donc les plus hautes autorités s'activent à ce que la vaccination puisse démarrer dans les tout prochains jours. Guy Patrick Obiangdong, le ministre gabonais de la Santé. Il est 7h12 sur Radio Gabon, la référence. La suite du journal avec ce véritable casse-tête chinois que représente la gestion des ordures à Libreville. Dure réalité pour les 700 000 habitants que compte la capitale gabonaise et dont la plupart vivent dans des quartiers spontanés. La décharge municipale de Mindoubé est arrivée à saturation. Bref, l'insalubrité semble à nouveau gagner du terrain à l'image du campus de l'université Omar Bongo de Libreville où les bâtiments sont entourés de tas d'immondices en tout genre et de hautes herbes. Des risques évidents pour la santé de tous ceux qui y vivent. Edgar Kaba. Quelques petits bacs à ordures débordés par une grosse saleté qui déferle sur le long d'un linéaire de routes dégradées se trouvant à l'intérieur de l'université Omar Bongo. Ajouté à ce tableau sombre non exhaustif de hautes herbes, des problèmes d'eau et de toilettes. Quelques réactions à chaud au sein de l'université Omar Bongo. L'université, vous arrivez au portillon de là-bas, il y a la poubelle. Ici, il y a la poubelle. Les routes sont mal goudronnées depuis. Il y a un budget qui est là. Il y a des hautes herbes. Le chantier d'ici est interminable. Et à chaque instant ici, tu vois les gros messieurs avec des balaises voitures arriver avec des balaises vestes juste pour venir contempler les bâtiments qu'on a mis la peinture. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas bien comme ça. L'état d'insalubrité assez avancé. C'est une situation anormale. Il y a eu un moment passé où c'est Averda qui était chargé de ça. Après, on a eu Clean Africa. Mais jusqu'à présent, les ordures sont là et personne ne fait rien. Le grand constat au sein de l'université, que nous avons de l'eau ici une fois sur 7. Je parle d'une fois par semaine. Comment se laver les mains dans cet état? C'est pas normal. Une fois, malheureusement, j'ai dû rater un devoir ici pour problème de diarrhée. Je suis arrivé, je composais et là, j'ai eu des maux de ventre et donc j'ai dû simplement entrer à la maison parce que je ne pouvais pas supporter. Et ça dure depuis longtemps. Je ne sais pas s'il faut s'en prendre à l'État ou s'il y a des sous qui sont reversés à l'UOB pour le nettoyage de la faculté. Déjà, les routes sont là, délabrées. Il paraît que l'UOB est en réfectionnement. Certains bâtiments, on a commencé à peindre depuis je ne sais pas combien de temps. Voici le secrétariat qui a été délocalisé à la bibliothèque universitaire parce que c'est en réfection. Mais apparemment, depuis là, ça fait plus d'1 an. Et comme on nous disait déjà il y a quelques temps, on va fermer la fac pour des rénovations et compagnie. On ne sait pas si ça verra le jour. Les autorités gabonaises devraient se pencher sur la question. La propreté étant la base de toute condition hygiénique, il incombe à chacun de prendre conscience de la salubrité de l'environnement. Edgar Kaba à Libreville. Et puis ce mot d'éducation et jeune, avec la lutte engagée contre la violence en milieu scolaire, notamment dans les établissements secondaires de Libreville. La direction générale de l'enseignement privé protestant, de concert avec la société Encadrement Plus, vient ainsi de déployer des agents de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire dans les établissements relevant de l'enseignement privé protestant. Arnaud Ndo Ngozogo. Le lycée Nan et Sono Demelen, le plus grand établissement de l'enseignement privé protestant en termes d'effectifs et de superficie, le lycée d'Akebe, celui de Baraka Mission et le lycée Jean-Jacques Ndon et Kouare de la cité SNI à Ovendo sont les premiers établissements de cet ordre d'enseignement à accueillir en leur sein les assistants de prévention, d'encadrement et de lutte contre la violence en milieu scolaire. Le projet, lancé à Libreville, a une ambition nationale. Jean-Faustin Mbomomba, directeur général de l'enseignement privé protestant. Pour qu'on réussisse, il faut être capable de toucher tous les élèves, tous les établissements et tout le personnel d'éducation. Nous commençons par Libreville parce que c'est là où nous nous trouvons et nous nous projetons d'aller à peu près dans toutes les provinces. Et c'est un appel que je lance à mes homologues des ordres confessionnels privés et pourquoi pas l'État.
250 agents formés par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État en partenariat avec l'Union internationale des services publics assimilés Afrique francophone déployés ne sont pas une milice, mais un corps civil spécialisé aux missions bien précises. Emmanuel Mbemba, directeur général de Encadrement Plus. Encadrement Plus est une société spécialisée dans la prévention, l'encadrement et la sécurité scolaire au Gabon. Elle est unique au niveau régional aujourd'hui. Et nous voulons rassurer l'ensemble des apprenants de l'enseignement privé protestant, l'ensemble des enseignants et encadreurs, afin qu'ils soient rassurés de ce qu'Encadrement Plus sera sur le terrain. Non pas pour créer des dysfonctionnements avec le corps d'encadrement, mais plutôt renforcer leur mission. La violence en milieu scolaire est un phénomène récurrent et l'arrivée de ces agents réjouit les chefs d'établissement. Samuel Akwe, proviseur du lycée Nainsono. Il vaut mieux tard que jamais. Le contexte actuel est clair. Les violences en milieu scolaire vont crescendo et cette initiative est louable. Nous allons nous y mettre pour que, effectivement, on puisse enrayer ce phénomène. Les agents de prévention, d'encadrement et de lutte contre la violence en milieu scolaire ne se substituent pas aux surveillants ni aux équipes pédagogiques. Ils sont postés aux abords des établissements scolaires et n'interviendront à l'intérieur qu'à la demande des chefs d'établissement. Arnaud Ondo Ngozoko de la rédaction de Radio Gabon. Depuis le droit à l'éducation tel que le prescrit la loi reste valable, y compris en milieu carcéral. Et coup d'œil sur la prison centrale de Libreville qui accueille depuis quelques années maintenant des enfants dont l'âge varie entre 14 et 15 ans. La scolarisation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans dans notre pays. Le cas de ces mineurs en milieu carcéral avec Juanita Atsam. Environ 62 détenus à la maison d'arrêt de Libreville bénéficient chaque année des cours d'alphabétisation, parmi lesquels on retrouve des mineurs. Dans cette école en milieu carcéral, les classes d'examen sont prioritaires avec des cours théoriques et pratiques. Marie-Charlotte Ngouma, présidente de l'association Deuxième Chance. Une école au niveau de la prison centrale de Libreville qui n'est pas uniquement dédiée aux mineurs incarcérés, mais qui est dédiée à toute personne, prioritairement et majoritairement pour les plus jeunes, mais à toute personne qui aimerait se rescolariser. Il y a une école au sein de la prison centrale de Libreville qui s'apaisantit sur les classes d'examen, c'est-à-dire le CEP, le BEPC et le baccalauréat. Les enseignants sont d'abord des enseignants bénévoles. Ensuite, il y a des enseignants militaires qui viennent enseigner de temps en temps. Il y a un côté beaucoup plus pratique concernant tout ce qui est mécanique, tout ce qui est un peu artisanal. Mais concernant l'enseignement supérieur, c'est tous les cours que nous connaissons. Maths, philosophie, français. La formation n'est pas obligatoire pour les 300 mineurs incarcérés. Pour participer aux examens, les candidats doivent répondre à certains critères, explique la présidente. Il y a tout un service social au sein de la prison centrale de Libreville qui fait que lorsque eux, à leur niveau, ils sentent que quelqu'un est apte à passer un concours ou est apte à reprendre des études de façon particulière au sein de la prison centrale, ils n'y vont pas de même ordre pour pouvoir permettre à ce jeune-là de pouvoir se remettre sur les bancs de l'école. Dans ce programme éducatif, les responsables de la prison centrale sont accompagnés par des associations, à l'exemple de l'association Deuxième Chance. Nous, particulièrement l'association Deuxième Chance, on s'occupe des mineurs incarcérés, pas de tous les mineurs incarcérés, mais de ceux dont on peut s'occuper au niveau de leurs procédures juridiques, au niveau du renforcement des entretiens psychologiques, spirituels et pédagogiques. Et nous, ce qu'on fait, c'est une passation entre la prison et l'extérieur. Avec plus de 80 mineurs formés chaque année, l'objectif visé par l'école est de faciliter la réinsertion des jeunes incarcérés à leur sortie de prison. Juanita Atsam. Et puis, dans votre agenda, aujourd'hui 4 mars, est consacré Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle, un fléau à l'échelle de la planète, avec diverses formes d'exploitation et d'abus, y compris sur des enfants, notamment à travers les réseaux sociaux. Lauriana Meza. Achetés, vendus, menacés, isolés, violés, battus, surveillés, enfermés ou torturés, les victimes de l'exploitation sexuelle subissent au quotidien les pires formes de négation des droits fondamentaux de la personne humaine. Bien que 98% soient des femmes et des filles, ce nombre inclut également un nombre important de garçons et de jeunes hommes. L'exploitation sexuelle existe sous plusieurs formes, mais avec l'arrivée de la pandémie de la Covid-19, d'autres formes encore plus dévastatrices ont vu le jour. Il s'agit des abus sexuels en ligne ou hors ligne,
pendant et après les mesures de confinement, menaçant ainsi d'éroder davantage la situation de millions d'enfants dans le monde. De plus, le modèle utilisé pour produire, diffuser ou consommer en ligne des contenus met en scène des abus sexuels sur des enfants, ce qui favorise l'augmentation de l'activité en ligne des personnes à la recherche de matériel pédopornographique en raison du temps accru passé à l'intérieur. L'objectif de cette journée, sensibiliser les populations sur les dangers auxquels s'exposent les plus jeunes sur les réseaux sociaux. Eux qui sont victimes de cyber-intimidation, surtout ceux restés sans surveillance parentale. La prudence est de mise, surtout en cette période trouble. Il faut donc que de nombreux pays créent des services de protection comme c'est le cas au Gabon afin de soutenir et de pallier des risques accrus d'exploitation chez les jeunes. Il s'agit ainsi de prévenir ou d'atténuer les risques accrus de violence, de maltraitance, de négligence et d'exploitation des enfants lors des situations d'urgence nationale comme c'est le cas avec la pandémie de la Covid-19. La suite de cette édition d'information, la page internationale de Clovis Mabika-Manfondé. Bonjour Clovis. Bonjour Bruce. On parle du Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté hier. Le député a été arrêté hier et conduit à la section de recherche. Rappelons que l'opposant sénégalais avait d'abord affirmé qu'il ne se rendrait pas à la convocation avant de changer d'avis sur les conseils de ses avocats. La tension est montée. Les militants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Cela a provoqué de heurts entre forces de l'ordre et manifestants qui scandaient libérer Sonko. Une autre arrestation au Bénin cette fois, celle de l'opposante Rekia Madougou, candidate déclarée à la prochaine présidentielle. Recalée pour la présidentielle du 11 avril et candidate du parti d'opposition, les démocrates, selon son avocat, cette dernière a été arrêtée hier en début de soirée à Porte-Nouveau au Bénin alors qu'elle venait d'achever une conférence publique avec d'autres candidats de l'opposition dont les dossiers ont été également rejetés. Rekia Madougou, gardé à vue, sera présenté au procureur à la fin de l'enquête. Selon ses avocats, ses téléphones lui ont été confisqués. Le gouvernement béninois n'a fait aucune déclaration et le procureur spécial doit s'exprimer devant la presse ce jeudi 4 mars 2021 à Cotonou. Parlons des législatives du 6 mars prochain en Côte d'Ivoire, une campagne à l'heure de l'apaisement. Le dernier jour de campagne avant les législatives de samedi 6 mars 2021, 4 mois après une présidentielle boycottée par les adversaires de la Sandraman Ouattara, elle marque le retour aux urnes des opposants. Depuis la présidentielle au Niger, la situation fait toujours couler beaucoup d'encre de salive. L'opposition affirme préparer de recours après le second tour de la présidentielle. Les résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante donnent Mohamed Bazoum, candidat du PNDS, au pouvoir en tête avec près de 56% de voix devant Mohamed Ousmane, crédité d'un peu plus de 44%, alors que l'opposition revendique la victoire avec 50,3% des suffrages. Le camp de Mohamed Bazoum affiche sa sérénité. Merci beaucoup Clovis. La courte pause et les nouvelles de sport. Les nouvelles de sport rapportées par David Maguena. Bonjour David. Bonjour Bisswal Kamapoma, bonjour à tous. Le football pour commencer, David Maguena. Les nouvelles de nos internationaux. Les internationaux gabonais évoluant en Europe. On commence par la Turquie. On joue hier pour le compte de la 28e journée. Oui, à Taï Sport, Daron Salem Boupenza a constaté un match nul sur le terrain des Sivasport, un but partout. Boupenza n'a malheureusement pas trouvé le chemin défilé malgré les occasions qu'il s'est procurées. Son compteur but reste bloqué à 18 unités. En France, on jouait la 28e journée de la Ligue 1, malgré donc son 5e but de la saison. Denis Athanase Bouanga et là Saint-Etienne se sont inclinés à domicile 3-2
face au Racing Club de Lens. L'attaquant gabonais a joué toute la partie. Il a réduit le score sur penalty dans les arrêts de jeu. Mauvaise opération des Dijon des internationaux gabonais Bruno Ekwele Manga et Didier Ndong Ibrahim. Les Bourguignons ont été battus par Brest 3-1. Les deux Gabonais ont joué l'intégralité du match. Cette défaite enfonce un peu plus Dijon vers la Ligue 2. Cap sur la Serbie, on discutait la 24e journée. L'Étoile rouge de Belgrade de Kanga Kakugelor domine Baka Topala 3-1. Le milieu de terrain des Panthères a inscrit le deuxième but de son équipe sur penalty à la 68e minute. C'est son 5e but de la saison. Retour en Afrique, 3e journée du championnat du Mali de football de première division. Le derby de Bamako entre le Djeliba de Bamako et le club olympique de Bamako n'a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont séparées 2-2, 0 but partout. Le milieu de terrain gabonais Merlin Abdoulaye Tangingora était titulaire pour la première fois. On aura l'occasion de l'écouter dans le journal de 8h. Et puis, on parle de Armel Ndjobogo. Il remplit pour un nouveau mandat à la tête de la Ligue de Wushu de l'Estuaire. Oui, le président sortant et unique candidat a été réélu pour 4 ans par les 6 délégués. Armel Joé Mbongo décline ici quelques actions qui constituent sa feuille de route. La dernière année, on a eu certains clubs qui se sont retirés un peu pour des raisons diverses. Et ça a fragilisé l'enseignement prôné un peu depuis 2016. Donc je vais redynamiser effectivement ce secteur-là au niveau de l'enseignement. Essayer de faire un foisonnement, de chercher des élèves dans les écoles, aller à Kango par exemple, aller à Kokobich, des villes qu'on ne touche pas. Le Wushu, ce n'est pas seulement Libreville. On a touché à Kanda déjà il y a quelques années, on a touché au 22. Donc on va essayer d'aller toucher les autres villes pour que véritablement la Ligue de Wushu de l'Estuaire ait tout son sens et porte vraiment son nom parce qu'elle va toucher toutes les villes de la province. Et la formation également des formateurs. Parce qu'il ne suffit pas que de former les élèves, mais il faut aussi former ceux qui vont les former demain. Donc il faut trouver aussi des mécanismes pour que des instructeurs puissent aller vivre là-bas. Peut-être pas vivre de l'art martial du Wushu parce qu'on ne vit pas de cela, mais qui puissent trouver leur compte en donnant l'enseignement du Wushu dans ces différentes villes. Armel Ndjobogo qui remplit pour un nouveau mandat à la tête de la Ligue de Wushu de l'Estuaire. On a envie de se demander où est passé Luc Benza. Il se pourrait évidemment que David Maguela nous apporte de ses nouvelles, et Jeanne Lambert. Oui, et nous allons refermer ce journal. On referme ce journal donc avec le rappel des titres en sport. Vous retiendrez bien entendu du football avec les belles performances des internationaux gabonais dans les championnats européens. Denis Athanase Bonga, buteur hier dans le derby Saint-Étienne-Lens en Ligue 1 française, alors que Kanga Gelor scorait pour l'Étoile rouge de Belgrade face à Balka Topola. En championnat de Serbie, l'on dénombrait hier 405 nouvelles infections au coronavirus, ce qui porte à 1671 les cas actifs de maladie avec un nouveau décès dans notre pays. Une campagne de dépistage à grande échelle vient d'être lancée à Port-Gentil, la capitale économique, alors qu'un premier cas de test positif est répertorié à Moabi, province de la Nyanga. Les premières doses de vaccins sont attendues dans quelques jours au Gabon. Hors de nos frontières, le Sénégal, où l'opposant Ousmane Sonko a été interpellé hier par la police pour trouble à l'ordre public au terme d'échauffourées entre ses partisans et les forces de l'ordre. C'était alors qu'il déférait à une convocation du juge sur une affaire de tentative de viol. Voilà, ici Libreville, le studio Béatrice Baoulé, exactement 7h30. Chef de cette édition, Landry Boudiongo. Coordination, Nick Jocelyn Fouba, Tiburce Moussa Nziengi Boussougou. Supervision, Bertrand et Biagéangoué. Moi, je vous retiens parce que je tiens à vous. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 8h. Merci beaucoup, Eugène. À 8h, évidemment, un autre regard sur l'actualité, le deuxième de la matinée sur Radio Gabon, la référence. Gardez vos positions d'écoute, je l'annonce aux prémices de ce programme, c'est jeudi. Aujourd'hui, le docteur Eko Eni Chevaux. Tout de suite.